Les filières énergétiques, c'est important en fait d'aborder d'abord cette partie-là avant d'aborder les zones d'entraînement, parce que finalement, les zones d'entraînement, c'est juste la partie aérobie de l'entraînement sportif. Le problème, c'est que si on ne comprend pas le système énergétique et les différents moteurs, parce que le corps est une belle machine, et si on ne comprend pas les différents moteurs dont est composé le corps, on ne peut pas finalement bien comprendre comment fonctionnent les zones d'entraînement. Donc, en gros, vous me voyez bien en même temps ou est-ce que vous voyez que la présentation? On voit les deux. Enfin, ça dépend comment tu mets le téléphone, mais Aussi dans un petit carré, Oui, ouais. oui, très bien. Oui, on te voit. Parfait. Donc, en gros, vous avez les différentes filières énergétiques qu'on va voir. Donc, il y a concrètement trois grosses filières énergétiques. Et à l'intérieur d'une seule filière énergétique, qui est la filière aérobie, on a les zones d'entraînement. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer sur la partie filière énergétique pour comprendre le système dans son ensemble. Alors, voilà les trois principales filières énergétiques. La filière donc aérobie, finalement, c'est vraiment celle sur laquelle par la suite on va se concentrer, car c'est finalement là où on retrouve les zones d'entraînement, les fameuses 5 zones d'entraînement qu'on utilise tous les jours pour les entraînements en endurance. Voilà. Donc ça, finalement, vous êtes tous spécialistes de cette filière-là. Ensuite, on a donc la filière anaérobie alactique. Celle-là, ben, c'est plutôt pour la partie sprint, vraiment pour les sprinteurs. Un sprinter de 100 mètres va être spécialiste de cette partie-là. Et puis la filière anaérobie lactique. Ici, finalement, on retrouve les coureurs de 400 mètres qui vont être vraiment sur de la puissance anaérobie lactique. Et on peut descendre jusqu'aux coureurs de 10 000 mètres, 5 à 10 000 mètres, qui vont être toujours dans une grosse dominante anaérobie lactique mélangée avec la filière aérobie. Voilà. Donc en fait, plus c'est long, plus on est spécialiste de cette filière-là, aérobie, plus c'est court, plus on tend vers la filière anaérobie lactique. Et alors le système de réservoir, il est intéressant à observer aussi, c'est petit réservoir, grosse puissance. Filière anaérobie lactique, on est sur finalement un système assez équilibré. Et puis la filière aérobie, on va le voir pourquoi, notamment avec l'utilisation des graisses qui sont quasiment illimitées. On est sur un énorme réservoir, quasiment inépuisable, et par contre une toute petite puissance. Alors, ça c'est un petit mémo technique que j'avais appris d'un très bon professeur et qui m'est resté. Et voilà, c'est un petit mémo technique pour retenir les différentes composantes des filières énergétiques. 0, 7, 15, 45, 3. En gros, un exercice bien sûr poussé à son maximum. De 0 à 7 secondes, on est sur de la puissance anaérobie alactique, donc celle-ci, à rouge. De 7 à 15 secondes, on est sur la capacité anaérobie alactique. Donc capacité, c'est juste que on joue sur l'optimisation du réservoir. On ne va pas travailler la puissance dégagée, on va travailler plutôt l'augmentation de ce petit réservoir ici. Ensuite, sur un exercice fait à fond toujours de 15 à 45 secondes, on passe sur la puissance anaérobie lactique. Donc, on passe sur optimiser cette partie-là, la puissance de production. Donc, finalement, un exercice de 15 à 45 secondes, on est sur du 200 mètres, voire du 400 mètres pour les meilleurs internationaux. Ensuite, 45 secondes à 3 minutes d'effort maximal. Là, on tombe sur capacité anaérobie lactique. Donc, typiquement, on est sur du 1000, 1500. 1000, 1500 en course à pied. Donc, on est vraiment sur l'optimisation de ce réservoir. Voilà, on augmente la capacité de ce réservoir. Et ensuite, plus de 3 minutes, on est sur une majorité aérobie. Mais on va le voir ensuite, c'est pas aussi simple que ça. Tout se mélange. C'est le modèle de Schunk. Tout se mélange. Et donc, finalement, pourquoi quelqu'un qui est spécialiste du 5000 ou 10 000, il utilise quand même beaucoup sa capacité anaérobie lactique. C'est parce qu'on est sur des efforts aérobies qui sont encore très, très intenses.
Et donc, on utilise quand même une grosse partie ici. Voilà, donc le recyclage perpétuel des filières. Alors, le but de cette petite masterclass, c'est aussi de déconstruire des idées reçues euh, et donc de venir justement préciser certains points parce que malheureusement dans le sport, il y a encore beaucoup d'idées reçues. On parlera d'ailleurs de l'acide lactique, le fameux acide lactique, voilà, qui n'existe pas. Je vous spoil un peu. Donc, on revient à ça. Le recyclage perpétuel des filières. En fait, même sur un footing ou même sur un marathon, vous aurez besoin de votre filière anaérobie alactique. Donc, oui, pourtant, c'est bien la filière qu'on utilise sur un sprint, mais pourtant, on en a besoin également sur un marathon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'en a pas besoin que sur le petit sprint des 100 mètres de l'arrivée. Parce que bon, parfois, voilà, on me dit, mais pourquoi tu me fais bosser des sprints max à vélo ou pourquoi tu me fais, même par exemple sur des échauffements ou des réactivations ou certaines séances, pourquoi on vient bosser des sprints? Ben justement, c'est que les filières en fait s'entraident entre elles. Et donc, même un triathlète sur Ironman a besoin de travailler sa filière anaérobie. Maintenant, bien sûr, dans une proportion moindre par rapport à un sprinter. On est d'accord. Donc voilà. Donc par exemple, la filière oxydative, on est sur la. Ouais, bon, on va passer parce que ça fera un peu complexe. On va revenir sur les différentes filières, mais on va revenir dessus sur la suite. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le glycogène shunt. Finalement, le glycogène, c'est le stock de glucides qui est disponible dans le foie et dans les muscles. Et en fait, cette utilisation du glycogène, elle mobilise l'ensemble des filières. L'ATP, c'est l'énergie de base du corps. En fait, on ne serait pas capable de se mouvoir sans ATP, l'adénosine triphosphate. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment est créé, etc., l'ATP, mais en gros, c'est le produit de la filière anaérobie alactique, donc filière des sprinters. Voilà, eux, c'est des énormes producteurs d'ATP. Donc, cette ATP, elle permet de régénérer la phosphocréatine. Elle permet aussi de régénérer la glycogénolyse. Donc, ça, c'est plutôt ceux qui sont spécialistes sur du 400 mètres, même du 10 km. Et ensuite, la glycogénolyse. Donc, ça, c'est un stock qui régénère en continu par les filières oxydatives, donc c'est-à-dire par la filière aérobie. Voilà. Donc finalement, cette ATP, elle est vraiment le socle commun de ces trois filières. Et on a besoin d'ATP, même sur un marathon, on en a besoin tout le temps. Et donc, on a besoin en permanence. En fait, sur un marathon, le stock de phosphocréatine va perpétuellement se régénérer. Et en fait, on en a besoin perpétuellement. C'est-à-dire que Hop, bon, on repart. J'espère que ça enregistre bien. C'est la première fois que j'utilise l'enregistrement, pour être honnête. Mais c'est pas grave. Les absents ont toujours tort. Philippe, Je crois que tu as quelqu'un lactique. Comment? qui veut participer là, qui arrive en retard. Ah, d'accord, je n'avais pas vu, merci. Eh bien, bienvenue au nouveau, présent. Hop. Donc, on vient de terminer la première partie qui était la filière anaérobie alactique, pour resituer. Et là, on attaque la filière anaérobie lactique. Donc, pour resituer un petit peu, comme ça permet de faire un rappel aussi pour ceux qui sont un petit peu largués, hein. On a donc la filière anaérobie alactique, la filière anaérobie lactique et puis la filière aérobie. Et les sports d'endurance sont principalement finalement dans la filière aérobie. Voilà. Mais cette première partie, cette première masterclass, le but c'est de voir finalement les trois filières énergétiques pour bien comprendre ensuite notre filière à nous en tant que sportif d'endurance, qui est la filière aérobie.
C'est important de dézoomer, d'avoir une vue macroscopique avant de se spécialiser. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'est important d'aborder d'abord ces trois filières, puis ça permet de s'ouvrir aussi à d'autres sports et également de comprendre certains entraînements qui comportent des sprints notamment, et de comprendre que finalement tout s'entremêle. Là, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer sur la partie filière énergétique pour comprendre le système dans son ensemble. Alors, voilà les trois principales filières énergétiques. La filière donc aérobie, finalement, c'est vraiment celle sur laquelle par la suite on va se concentrer, car c'est finalement là où on retrouve les zones d'entraînement, les fameuses 5 zones d'entraînement qu'on utilise tous les jours pour les entraînements en endurance. Voilà. Donc ça, finalement, vous êtes tous spécialistes de cette filière-là. Ensuite, on a donc la filière anaérobie alactique. Celle-là, ben, c'est plutôt pour la partie sprint, vraiment pour les sprinteurs. Un sprinter de 100 mètres va être spécialiste de cette partie-là. Et puis la filière anaérobie lactique. Ici, finalement, on retrouve les coureurs de 400 mètres qui vont être vraiment sur de la puissance anaérobie lactique. Et on peut descendre jusqu'aux coureurs de 10 000 mètres, 5 à 10 000 mètres, qui vont être toujours dans une grosse dominante anaérobie lactique, mélangée avec la filière aérobie. Voilà. Donc en fait, plus c'est long, plus on est spécialiste de cette filière-là, aérobie, plus c'est court, plus on tend vers la filière anaérobie lactique. Et alors le système de réservoir, il est intéressant à observer aussi, c'est petit réservoir, grosse puissance. Filière anaérobie lactique, on est sur finalement un système assez équilibré. Et puis la filière aérobie, on va le voir pourquoi, notamment avec l'utilisation des graisses qui sont quasiment illimitées. On est sur un énorme réservoir, quasiment inépuisable, et par contre une toute petite puissance. Alors, ça c'est un petit mémo technique que j'avais appris d'un très bon professeur et qui m'est resté. Et voilà, c'est un petit mémo technique pour retenir les différentes composantes des filières énergétiques. 0, 7, 15, 45, 3. En gros, un exercice, alors un exercice bien sûr poussé à son maximum. De 0 à 7 secondes, on est sur de la puissance anaérobie alactique, donc celle-ci, à rouge. De 7 à 15 secondes, on est sur la capacité anaérobie alactique. Donc capacité, c'est juste que on joue sur l'optimisation du réservoir. On ne va pas travailler la puissance dégagée, on va travailler plutôt l'augmentation de ce petit réservoir ici. Ensuite, sur un exercice fait à fond toujours de 15 à 45 secondes, on passe sur la puissance anaérobie lactique. Donc, on passe sur optimiser cette partie-là, la puissance de production. Donc, finalement, un exercice de 15 à 45 secondes, on est sur du 200 mètres, voire du 400 mètres pour les meilleurs internationaux. Ensuite, 45 secondes à 3 minutes d'effort maximal. Là, on tombe sur capacité anaérobie lactique. Donc, typiquement, on est sur du 1000, 1500. 1000, 1500 en course à pied. Donc, on est vraiment sur l'optimisation de ce réservoir. Voilà, on augmente la capacité de ce réservoir. Et ensuite, plus de 3 minutes, on est sur une majorité aérobie. Mais on va le voir ensuite, c'est pas aussi simple que ça. Tout se mélange. C'est le modèle de Schalke. Tout se mélange. Et donc, finalement, pourquoi quelqu'un qui est spécialiste du 5000 ou 10 000, il utilise quand même beaucoup sa capacité anaérobie lactique. C'est parce qu'on est sur des efforts aérobies qui sont encore très, très intenses. Et donc, on utilise quand même une grosse partie ici. Voilà, donc le recyclage perpétuel des filières. Alors, le but de cette petite masterclass, c'est aussi de déconstruire des idées reçues et donc de venir justement préciser certains points parce que malheureusement dans le sport, il y a encore beaucoup d'idées reçues. On parlera d'ailleurs de l'acide lactique, le fameux acide lactique, voilà, qui n'existe pas. Je vous spoil un peu. Donc, on revient à ça. Le recyclage perpétuel des filières.
en fait, même sur un footing ou même sur un marathon, vous aurez besoin de votre filière anaérobie lactique. Donc oui, pourtant, c'est bien la filière qu'on utilise sur un sprint, mais pourtant, on en a besoin également sur un marathon. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'en a pas besoin que sur le petit sprint des 100 mètres de l'arrivée. Parce que bon, parfois, voilà, on me dit, mais pourquoi tu me fais bosser des sprints max à vélo? Ou pourquoi tu me fais, même par exemple sur des échauffements ou des réactivations ou certaines séances, pourquoi on vient bosser des sprints? Ben justement, c'est que les filières en fait s'entraident entre elles. Et donc, même un triathlète sur Ironman a besoin de travailler sa filière anaérobie. Maintenant, bien sûr, dans une proportion moindre par rapport à un sprinter. On est d'accord. Donc voilà. Donc par exemple, la filière oxydative, on est sur la. Ouais, bon, on va passer parce que ça fera un peu complexe. On va revenir sur les différentes filières, mais on va revenir dessus sur la suite. Alors, on a vu rapidement la filière anaérobie lactique. Euh, c'est représenté par les sports de force, voilà, tout ce qui est haltérophilie, powerlifting, les sprinters, et puis sprinters à vélo également. Donc tout ce qui est entre 0 et 15 secondes. 0 à 7 pour la puissance, 7 à 15 pour la capacité. Voilà, alors là, c'était juste pour vous remontrer vite fait, on ne va pas s'étaler sur ça. On va voir juste les trois sources d'énergie de l'anaérobie lactique, donc filière des sprinters. On a donc l'ATP, qui est vraiment le socle commun. Ensuite, deuxième carburant, on a la phosphocréatine. Et en troisième carburant, alors c'est une enzyme, donc elle va permettre de créer de l'ATP en conjuguant deux ADP, adénosine diphosphate. Et ensuite, on a une AMP en fait qui contient juste un phosphate à la fin. Non, pardon, qui contient la myokinase plus le phosphate. Voilà. Et ensuite, quand on met les trois ensemble, on a ce qu'on appelle l'hydrolyse et la phosphorylation. Là, le but de ces diapos qui sont un peu poussés, c'est que sur la retransmission, l'enregistrement, vous ayez accès finalement à ces diapos-là. Moi, volontairement, pour quand même pas faire trop long et pas vous endormir, je passe un peu vite sur ce contenu-là. Mais comme ça, vous pourrez prendre le temps de regarder un peu plus les schémas, si ça vous intéresse de pousser la chose. Voilà. Donc, on a le phénomène d'hydrolyse. Alors, celui-là, c'est intéressant. Enfin, les deux d'ailleurs sont intéressants parce qu'on voit l'apparition d'un ion H+. D'accord? On a la formule de base, en fait, où on a l'utilisation d'un ATP, donc ça, c'est l'énergie, plus de l'eau. D'accord? Pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise beaucoup d'eau pendant un effort. Et ensuite, on va avoir donc de l'ADP et on a un phosphate inorganique plus un ion H+. Et cet ion H+, c'est ce qui crée l'acidose. Et l'acidose a vraiment son importance parce que c'est ce qui crée la limitation, ce qui crée ce qu'on appelle tant vulgairement l'acide lactique. Voilà. Donc là, on peut voir quoi? Eh bien, on peut voir en fait que dans cette formule, il n'y a aucunement du lactate. Il n'y a pas d'acide lactique. Le lactate, l'acide lactique n'ont rien à voir en fait avec l'acidose et donc la sensation de jambes qui sont gonflées, de grosses jambes, la sensation aussi un peu euh, ouais, d'avoir des remontées, un peu d'être nauséeux, notamment par exemple sur un 400 mètres en sprint où on peut avoir un peu la gerbe, hein, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est lié à l'acidose. C'est une augmentation des ions H+, et donc de l'acidité du corps. Voilà. Donc finalement, on voit que ces ions H+, en fait, soit ils sont créés, ils sont produits lorsqu'on utilise un ATP. Donc ça, c'est quand on utilise l'énergie. Et ensuite, ils sont réutilisés quand on recrée de l'énergie. Donc à partir d'un ATP, on recrée en fait l'énergie et on la restocke. Voilà. La phosphorylation, c'est quand on reconstitue ces stocks d'énergie. Alors, la filière anaérobie lactique, donc typiquement,
tout ce qui est bodybuilding, voilà, beau spécimen. Typiquement, eux, ils sont vraiment dedans. Euh, on a également, donc en fait, eux, ils vont utiliser beaucoup leurs fibres de type 2, qui sont typiquement les fibres de l'anaérobie lactique. Après, on a toutes les distances intermédiaires. Par exemple, un 100 mètres, un 200 mètres en natation, on est sur de l'anaérobie lactique. Un 400 mètres, un 800 mètres en course à pied, jusqu'à du coup un 1500, on est dedans aussi. Voilà, principalement. Donc, pour rappel, anaérobie lactique, donc si on reprend euh, le- les différentes durées, 0, 7, 15, 45, 3, l'anaérobie lactique, on est entre 15 secondes et 45 secondes d'effort maximal pour la puissance et 45 secondes à 3 minutes pour la capacité. Alors, on a deux sources d'énergie pour l'anaérobie lactique. On a donc le glycogène. Le glycogène, c'est un sucre complexe. Alors là, ça va être plutôt intéressant aussi pour comprendre finalement l'utilisation et... Ouais, pardon. Ouais, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ça serait avec grand plaisir. Ça rendra le truc un peu plus vivant et puis peut-être que ça répondra à des questions pour les autres. Alors, le glycogène. Glycogène, c'est donc stocké dans le foie et les muscles. D'accord? En fait, c'est un stock. En gros, c'est un stock de sucre que l'on va dégrader pendant un effort, y compris un effort aérobie, hein. C'est-à-dire que sur un marathon, on a énormément besoin de ce glycogène, un Ironman y compris. Voilà. En fait, on va piocher dans ce stock de sucre disponible dans le muscle, dans les muscles et dans le foie, et pour ensuite le faire passer dans le sang et le distribuer pour la contraction musculaire. Et puis pour le fonctionnement, bien sûr, du corps à l'effort. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, alors ouais, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre trois sources. Deuxième source, donc le glucose. Alors, c'est finalement pas vraiment une source, hein, parce qu'on l'a vu, le glycogène est dégradé en glucose. Mais par exemple, quand vous prenez un gel, et bien en fait, le but, c'est d'épargner ce stock de glycogène qui est stocké dans le foie et les muscles. Et finalement, on a une capacité assez réduite de glycogène. En général, on peut en stocker jusqu'à quelqu'un qui a vraiment optimisé son stock de glycogène. Je crois que c'est. Alors, je suis plus trop sûr ça du poids exactement. Il me semble que c'est 1,5 kg à 2 kg. Voilà. D'où l'importance d'ailleurs de faire une recharge glucidique avant une course. On peut jusqu'à doubler le stock de glycogène musculaire. Donc le riz, vous pouvez y aller. Les boissons d'attente, voilà, vous pouvez vous balader dans le village marathon avec le bidon et la boisson ISO dedans pendant toute la journée. Faut pas hésiter. Donc le glucose, lui, on va l'apporter finalement. Alors, on va le retrouver dans le sang, mais on peut du coup l'apporter de manière exogène, donc avec des gels des gels, des boissons isotoniques, tout que vous allez manger pendant l'effort, ingérer pendant l'effort, va se retrouver très rapidement dans le sang euh, et donc via la glycolyse, en fait, ça sera directement dans le sang et via la glycolyse, produire de l'énergie. Alors, l'apport du coup exogène, bien sûr, permet de réduire la diminution du stock de glycogène et donc finalement d'épargner vos stocks et de durer beaucoup plus longtemps sur un registre glucidique. Alors ça a son importance aussi. Concrètement, si vous n'avez plus de glycogène, donc ici, si vous n'avez plus de glycogène, eh ben, c'est l'hypoglycémie. Voilà, l'hypoglycémie. Et en plus de ça, on a vu que toutes les filières énergétiques étaient interconnectées entre elles. Donc, si un des carburants n'est plus disponible, tout s'arrête. Donc, c'est pour ça que l'hypoglycémie, malgré qu'on ait des stocks de lipides, on a du stock de gras. En fait, si vous n'avez plus de glycogène, ben même
on va dire l'extraction, de manière vulgaire, l'extraction du stock de gras ne peut plus fonctionner, ce qu'on appelle la lipolyse. Elle ne peut plus fonctionner parce que vous n'avez plus de glycogène et on a besoin de glycogène pour faire fonctionner tous les engrenages. Voilà. Donc voilà pourquoi le fait de manger à l'effort est aussi important. C'est que pour que tout fonctionne ensemble. Donc le glucose, on est bon. Alors, les mécanismes maintenant de la filière anaérobie lactique. La glycolyse. La glycolyse, on va passer assez vite dessus, mais c'est un système qui est très rapide quand votre corps en fait n'a pas vraiment le temps, euh, quand il n'a pas vraiment le temps de, comment dire, d'utiliser les glucides et de les faire rentrer dans ce qu'on appelle la mitochondrie. Voilà. La glycolyse, elle a lieu dans le cytosol dans la cellule, donc elle est en dehors de la cellule, et c'est du coup une réaction qui va produire assez peu d'énergie, seulement 2 ATP et 2 pyruvates. Voilà. Voilà, donc en gros, si on veut schématiser, je crois que j'ai mis un schéma prêt. Non. Si on veut schématiser, la glycolyse, c'est quand, par exemple, vous êtes sur un 10 km, typiquement le 10 km ou le 5 km sont un exemple parfait. On est sur des efforts qui sont en effet quand même aérobies, mais on a tellement besoin rapidement de glucose que le corps n'a pas le temps de faire passer le glucose dans un processus qui est beaucoup plus long, mais qui permet de produire beaucoup plus d'énergie, qui est plus rentable. Et du coup, il va le faire passer dans un processus qui est plus rapide, qui produit beaucoup plus vite de l'énergie, mais qui est du coup moins rentable. On produit seulement 2 ATP avec un glucose. Donc, c'est pas énorme. Et comme vous pouvez le voir, dans l'équation, eh bien, on a quand même la présence d'ADP, je vais y arriver, et d'un phosphate inorganique. Donc, on revient à la filière énergétique anaérobie à lactique. On a toujours besoin de ça. Donc, lorsque l'apport en dioxygène est insuffisant, le corps produit alors par fermentation de l'acide lactique. C'est faux. Voilà. Il n'y a pas d'acide lactique. L'acide lactique, en fait, c'est une erreur qui avait été faite dans un labo. Ils avaient fait les tests en fait in vivo et ils avaient trouvé la création d'acide lactique par fermentation. En gros, l'idée reçue qu'il y avait pendant longtemps, c'est que le lactate euh, stagnait dans le cytosol de la cellule, comme les glucoses d'ailleurs. Et en fait, il y avait trop de lactate, trop d'accumulation, pas assez de lactate qui était réutilisé dans la cellule musculaire. Et donc, par fermentation, on aurait de l'acide lactique qui se créerait. Et donc, c'est ce qui donnerait potentiellement mal aux jambes. Bon, ça, c'est faux. En fait, ça a été montré que il y a in vivo. Alors, in vivo, c'est directement sur l'humain, sur l'être vivant. In vitro, on est du coup en labo, donc pas en conditions réelles. Je schématise. Voilà, pour les puristes, c'est pas exactement ça la définition, mais bon. Euh, donc, ce qu'on appelle l'utilisation du lactate, si on reprend l'équation, en fait, dans la production de deux lactates, on peut voir ici qu'on n'a pas d'ion H+, on n'a pas d'acide. D'accord? En fait, le lactate est un dérivé du glucose. Et en fait, le lactate, c'est même une source d'énergie. Donc, le lactate n'est pas mauvais. Voilà, c'est vraiment un point important de cette petite masterclass. C'était vraiment démentir sur ce truc. Le lactate n'est pas mauvais, c'est un carburant. C'est juste qu'il est un peu délicat à utiliser. Mais c'est un carburant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'on pourrait même rajouter une troisième source d'énergie pour la filière énergétique anaérobie lactique, ça serait finalement le lactate. Voilà. Mais bon.
Oui, donc en fait, voilà, sans rentrer dans le détail, le bilan des navettes, c'est le NAD, NADH. C'est des transporteurs, en fait, c'est des coenzymes. Et en fait, le transport est nul. Donc voilà, il n'y a pas de produit d'H+. L'H+, en fait, il est produit par la phosphorylisation. Voilà, d'où viennent les H+, eh ben, j'ai un petit peu anticipé la chose tout à l'heure. Euh, Oui, donc ça vient de l'hydrolyse, pardon. La phosphorylation, c'est quand euh, oui, quand on recrée de l'énergie, quand on recrée de l'ATP, alors que l'hydrolyse, on utilise cette énergie. Voilà. Donc c'est quand la demande énergétique explose, le corps hydrolyse de l'ATP et donc, il produit des ions H+. Mais il n'y a pas de lien direct en fait entre les lactates et les ions H+, et donc l'acidose. Alors, truc important, les ions H+, comment ils peuvent être pris en charge? Ils peuvent être pris par les mitochondries. Mitochondries, on va le voir plus tard, c'est un élément très important du système aérobie. Il peut être pris en charge par les systèmes tampons. Donc, tout ce qui est système tampon, ça s'entraîne. Ça s'entraîne, c'est finalement la capacité à tolérer l'acidose. Ensuite, la ventilation. Alors, la ventilation, en fait, quand on expire, on éjecte finalement beaucoup d'H+, enfin ça permet de tamponner, pardon. Quand on inspire de l'oxygène, on vient tamponner aussi les ions H+. Donc si vous avez du mal à bien respirer, euh, vous pouvez finalement tomber en acidose beaucoup plus vite que quelqu'un qui aurait une respiration efficace. D'où l'importance, par exemple, en course à pied, d'apprendre à bien respirer. Et enfin, les transporteurs membranaires. Voilà. Et donc, en fait, quand l'intensité est trop élevée et qu'on n'arrive pas à mettre tous ces systèmes tampons en place, la production dépasse l'élimination. Il y a aussi l'utilisation de bicarbonate qui permet de tamponner ces ions H+. Le problème, c'est que le bicarbonate, ça donne la chiasse aussi. Donc, parfois, il y en a certains qui le tentent et qui, même d'ailleurs, par exemple, des coureurs de 400 qui prenaient une grosse dose de bicarbonate pour tamponner très fort sur leur course et ensuite qui partaient direct chier juste après leur course. Voilà, bon, c'est un peu barbare, mais parfois ça peut marcher. Après, de vraiment rajouter sur une course longue, si vous avez l'habitude de consommer du bicarbonate, par exemple, il y en a dans la ceinture, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que la ceinture, ça va fort. Non. C'est pour ça que la ceinture, c'est intéressant pour la récupération. C'est que justement, elle contient du bicarbonate. Donc, ça aide à tamponner ces ions H+. Maintenant, ça peut créer aussi des troubles digestifs. C'est le problème du bicarbonate. Donc, il faut être vraiment habitué à ça. Et déjà, commencer par consommer de la ceinture un petit peu tous les jours. Et ensuite, pourquoi pas tenter de mettre un petit peu de bicarbonate de cuisine dans vos bidons. Mais voilà, c'est vraiment à tester à l'entraînement. À vélo, ça peut très bien se faire parce qu'à vélo, il y a beaucoup moins de risques de troubles gastriques. Donc, pour les cyclistes là qui sont présents, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour les triathlètes et coureurs, alors pour les coureurs purs, je ne vous le conseille quand même pas parce qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Et pour le triathlète, ben pareil, c'est à voir si vous êtes sujet aux troubles gastriques. Personnellement, je suis un gros fragile au niveau gastrique, donc j'essaye pas. J'ai déjà essayé. Non, voilà. Donc, oui, alors, le lactate. Le lactate, c'est un marqueur finalement très important du travail musculaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand je fais des tests de lactatémie, alors un test de lactatémie, c'est un petit appareil. Non, tiens, c'est bête, j'aurais dû le prendre là. Mais d'ailleurs, j'en ai testé l'un d'entre vous là ce midi. Donc le test lactate, on y reviendra plus tard, mais voilà, ça permet en fait vraiment d'avoir une marque du travail musculaire qui a été réalisé. Et même, on peut finalement
en fonction, donc ça permet de déterminer les seuils et de déterminer carrément les zones. Parce que plus on monte en intensité, plus du lactate est produit. Et en fait, il y a des cassures dans la production qui permettent de trouver ces seuils. Voilà. En plus de ça, ça permet aussi de renseigner sur le profil de l'athlète. Par exemple, un athlète qui, en dessous de son seuil 1, produit 2,5 millimoles de lactate, euh, on peut se dire que voilà, c'est un gros consommateur de glucides. Il a besoin de beaucoup de glucides parce que même en dessous de son premier seuil, donc c'est-à-dire en zone 1, zone 2, il produit déjà beaucoup de lactate. Inversement, un athlète qui va être plutôt spécialiste souvent du longue distance d'ailleurs, en dessous de son premier seuil, donc en zone 1 et 2, il va produire très peu de lactate. Parce que c'est un athlète du coup qui va beaucoup utiliser ses graisses et qui crée peu de lactate du fait qu'il utilise finalement peu la glycolyse. Et d'ailleurs, un sprinter, par contre, sur 400 mètres, enfin un coureur de 400, sera un énorme producteur de lactate. Pour vous donner, alors là, c'est purement moi sur les datas que j'ai, sur ceux d'entre vous que je peux tester, et sur moi-même. Sur par exemple, un test VMA, un test par palier, ou même sur un test par palier, en général, on monte à 7, 8 millimoles par litre. Un coureur de 400, il peut monter à plus de 16 millimoles. Donc, il a une tolérance au lactate, à une production de lactate qui est énorme. Et ben voilà, bonne transition. Donc, l'athlète d'endurance et l'athlète de fond et de demi-fond, pardon, n'auront pas du tout la même approche concernant la lactatémie. Du coup, Pierre, j'ai une petite question. Oui. Euh, donc, en fait, au niveau des athlètes, c'est de manière génétique ou c'est à l'entraînement que tout ça se bosse? C'est-à-dire que on parle souvent de fibres rapides, de fibres lentes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi et que tu peux améliorer ou est-ce que tu peux passer d'un mec qui est typé sprint à un mec qui fait de l'endurance, par exemple? Alors, très bonne question. Euh, Il y a des deux. Pour le coup, il y a un facteur génétique. Euh, En fait, certains individus à la naissance, certains sujets vont avoir davantage de fibres rapides et d'autres davantage de fibres lentes. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux être né avec beaucoup de fibres rapides parce qu'on peut, en fait, on a le choix. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de fibres rapides, on peut convertir en fibres lentes. Par contre, la conversion de fibres lentes en fibres rapides, elle est très difficile. Donc oui, il y a une grosse différence génétique, hein, et Usain Bolt, par exemple, n'est pas né avec le même nombre de fibres rapides que nous. Et heureusement qu'il ne s'est pas mis aux longues distances parce que ça aurait été du gâchis. Et sûrement, il n'aurait pas été mauvais, mais il aurait été sûrement un coureur voilà, un peu lambda, enfin pas au niveau comme il est. Ok. Donc oui, ensuite, les fibres ont Un une gros grosse diesel. importance. Comment? Un gros diesel. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Pardon pour Maintenant, l'intervention. il aurait peut-être été rapide, mais rapide, sur pas longtemps, quoi. Ouais, ça aurait été du gâchis parce qu'en fait, il aurait dû transformer ses fibres rapides en fibres lentes et ça lui aurait demandé beaucoup plus de travail que quelqu'un qui a déjà des fibres lentes en grosse proportion. Ok. Et tu as quoi comme test pour savoir dans quelle fibre tu te situes? Alors là, bonne question aussi. Là, pour le coup, à moins de faire vraiment un prélèvement, mince, comment on appelle ça déjà? En fait, si on te prélève un petit morceau de ton muscle directement, sinon, il n'y a pas vraiment de. En plus, c'est un test invasif et ça fait mal. Ouais, Donc, donc il on faut est vraiment sur un avoir un test test. pour sportif de haut niveau avec un objectif précis, tout ça, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais en soi, le type de fibre n'est pas déterminant. Et en fait, juste quand on prend, imaginons une classe de terminale, d'élèves de terminale, donc c'est des sujets finalement qui sont assez lambda. Parce que forcément, si on prend un groupe de coureurs de marathon, bon ben, on aura forcément
grosse majorité qui auront des fibres lentes et on ne pourra pas savoir euh, si c'est dû à l'entraînement ou pas. Mais si on prend une population finalement qui est neutre, une population témoin, on aura, enfin, simplement avec des tests, en fait, si on leur fait faire, euh, d'ailleurs en STAPS, on avait fait un peu ça. Si on fait par exemple faire à cette classe de terminale ou imaginons qu'ils ne sont pas très spécialisés dans aucun sport, on leur fait faire un 10 mètres en sprint, un 100 mètres en sprint, euh, je sais pas, un 10 km. Voilà, en tout cas, on va progressivement sur des plus longues distances. Mais en fait, à entraînement égal, il y aura des différences qui seront observables. Et donc, finalement, ceux qui sont meilleurs sur du sprint, on pourra en déduire que indirectement, ils ont plus de fibres rapides. Voilà. Donc ça, on va dire que on peut déterminer comme ça. Mais sinon, sur un individu vraiment isolé, c'est difficile vraiment de savoir dans quelle proportion il est plus fibre lente que fibre rapide. En plus, ça peut dépendre aussi des groupes musculaires. Par exemple, certains ont des fibres plutôt lentes, enfin davantage de fibres lentes, par exemple, sur le bas du corps. Et puis, au niveau des épaules, moi, par exemple, c'est un peu mon cas. J'ai pas du tout, je pense, hein, de ce que je me connais, j'ai pas du tout de fibres lentes dans les épaules. Parce qu'en natation, je suis vite épuisé là-dessus. Et par contre, je peux soulever lourd, mais pas longtemps. Voilà. Donc, c'est plus du à tâtons, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de test pour le savoir. Euh, voilà. Voilà, voilà. Et après, je crois que tu m'avais posé une autre question. Non, c'est bon, tu as répondu aux Non, deux. de tout? Ok. Bon, parfait, si j'ai répondu. Merci bien. Voilà, donc en fait, par contre, sur l'entraînement de l'athlète d'endurance et de l'athlète de demi-fond, sur l'athlète d'endurance, l'objectif, donc l'objectif finalement pour nous, ça va être de produire le moins de lactate possible, dans ce qu'on appelle finalement les entraînements de clairance de lactate ou lactate shultering. Voilà. C'est des entraînements de navette. En fait, on vient osciller entre de la zone 4 et de la zone 2, par exemple. Donc, on va vraiment maximiser l'utilisation des capacités oxydatives, donc tout ce qui est, comment dire, aussi sortie longue, pour vraiment améliorer la masse mitochondriale. Et ensuite, voilà, réutiliser le plus possible. En gros, le peu de lactate qu'on produit, le but, c'est qu'on le réutilise pour que ça nous fasse un autre carburant. Parce que même, par exemple, sur un Ironman, on va produire du lactate, hein. On en produit, même au repos, on en produit. On en produit même au repos. Donc, on en produit tout le temps. Et le but, finalement, c'est que il s'accumule pas inutilement et qu'on puisse le réutiliser comme un carburant. Parce qu'on a vu que ça permettait de libérer de l'énergie. Voilà. Donc, le but de l'athlète, c'est d'être le plus rentable possible par rapport à l'énergie qui lui est disponible. L'athlète de demi-fond, lui, alors c'est tout l'inverse. Il va chercher à en produire le plus possible parce que pour lui, c'est un carburant qui est super rapide euh, en production, en termes de production, et en plus qui lui va lui apporter pas mal d'énergie s'il en produit beaucoup. Voilà. Et du coup, cet athlète, on va lui demander d'avoir une meilleure tolérance à l'acidose parce qu'à côté de ça, il va produire beaucoup, beaucoup d'ATP. Et donc, le but, c'est qu'il ait une meilleure tolérance à l'acidose et donc des meilleurs tampons. Voilà. Donc, athlète de demi-fond, on en produit beaucoup et on essaye d'avoir la meilleure tolérance possible à l'acidose. L'athlète d'endurance, on cherche à en produire le moins possible et à le réutiliser le plus possible. Et un athlète, du coup, sur 10 km, on va pas chercher à ce qu'il en produise beaucoup. On va être un peu entre les deux. Par contre, on va chercher à ce qu'il réutilise très, très bien. Donc, un athlète de 10 km, il va quand même en produire pas mal, mais par contre, il va être capable de très bien le réutiliser. Alors, filière aérobie, ça y est, on arrive dessus. Enfin, voilà, la glycolyse. Alors, la glycolyse aérobie, c'est quand
notre petit glucose, il arrive à passer finalement la barrière du cytosol de la cellule et il arrive enfin à rentrer dans la cellule. Alors, en soi, qu'est-ce qu'il faut pour que le glucose arrive à rentrer dans la cellule? Il faut juste du temps. C'est-à-dire que s'il y a trop de glucose qui est accumulé dans le cytosol de la cellule, donc c'est-à-dire dans l'antichambre de la cellule, si on veut vraiment schématiser, en fait, ce glucose s'accumule, on a de la formation de lactate et on a la glycolyse anaérobie qui se met aussi en place. Voilà. Par contre, quand on arrive à rentrer dans la cellule, là, ça y est, on a la glycolyse aérobie qui se met en place. Alors, elle est très efficace. Vous allez voir qu'elle permet de produire beaucoup plus d'énergie, donc beaucoup plus d'ATP. Le problème, par contre, c'est qu'elle génère plus de CO2 également, et elle génère aussi, elle utilise davantage d'oxygène aussi. Euh, alors, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi aérobie. C'est juste qu'elle utilise plus d'oxygène, mais l'oxygène est déjà utilisé dans les autres filières. On n'est pas en apnée quand on est en glycolyse anaérobie, par exemple. Voilà. On a quand même besoin d'oxygène. C'est juste qu'on en a un peu moins besoin. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, la mitochondrie, c'est vraiment la centrale énergétique des cellules. Et c'est ce qu'on cherche en tant qu'athlète d'endurance à développer au maximum, notamment sur les sorties longues. Voilà. Bon, là, on a le résultat finalement de l'équation. Donc là, la glycolyse, si elle est anaérobie, donc c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à rentrer dans la cellule, on a juste une production de 2 ATP. Alors que si elle arrive à rentrer dans la cellule, là, on a 2 ATP plus 30 à 36 ATP. Euh, donc, si on a un cycle de Krebs, enfin, pardon, je parle en chinois, si on a, comment dire, si on s'arrête à cette étape-là, si on a un cycle de Krebs qui est incomplet, on a finalement 2 ATP plus 2 ATP, on en est à 4. Par contre, si on arrive à faire un cycle complet, qui est beaucoup plus long, on a 36 ATP. Donc finalement, un glucose, quand il arrive à faire le cycle complet, on arrive à 36 ATP, donc c'est beaucoup plus rentable. Donc on a tout intérêt à utiliser en fait le fonctionnement complet de la mitochondrie. Et donc ça, c'est le cas notamment quand on est sur des efforts où on va utiliser finalement beaucoup de lipides à côté et que le glucose devient comment dire, un substrat qui est un peu secondaire. Eh bien, la lipolyse, voilà, on en parlait juste avant. La lipolyse, c'est cette fois-ci l'utilisation des graisses. Donc, on a vu ici l'utilisation d'un glucose qui rentre dans la mitochondrie. Je vais un petit peu approfondir ce point-là. La mitochondrie, en fait, c'est un organite qui est présent dans chaque cellule musculaire et qui permet en fait d'utiliser les différents substrats énergétiques du corps. Donc le glucose, les lipides, euh, voilà, concrètement les glucoses et les lipides. Et donc c'est ce qui permet en fait de créer, de produire de l'énergie. Voilà, donc hyper important pour tout sportif. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant longtemps, les sports un peu de force, on se disait non mais pas besoin de faire d'endurance, pas besoin de faire de footing. Et petit à petit, on a vu émerger, et ça c'est une très bonne chose, on a vu émerger la fameuse zone 2. Donc pour les ex-crossfitters qui sont là, voilà, vous avez dû entendre parler de la zone 2 au début, qui est arrivée dans le CrossFit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les CrossFitters, ils ont quand même énormément besoin d'avoir de la caisse, parce qu'on n'est pas non plus sur du powerlifting, et parce qu'ils doivent répéter beaucoup d'efforts. Et donc, en fait, ils avaient besoin de ces mitochondries. Et sauf qu'ils n'en avaient pas parce qu'ils bossaient finalement que tout le temps sur de l'anaérobie lactique et ils n'avaient pas développé leur masse mitochondriale. Et donc, en fait, quand il y a eu l'émergence de la zone 2, qui est très bien, et ben, en fait, c'était l'objectif, c'est développer cette masse mitochondriale.
Et c'est pour ça que dans les sports d'endurance, on a autant besoin de volume par rapport à d'autres sports, de volume à basse intensité, parce que c'est à la basse intensité, c'est en zone 1 et zone 2 qu'on produit, qu'on crée beaucoup de mitochondries. Voilà. Et quand on est dans des zones supérieures, on va augmenter la capacité de production, enfin, la capacité comment dire, de production d'énergie de chaque mitochondrie, mais on ne va pas forcément augmenter leur nombre. Alors que quand on est à basse intensité, en zone 1 et 2, on va vraiment développer leur nombre, leur masse. Voilà. Donc, c'est pour ça que le socle des sports d'endurance, c'est la zone 1 et 2. Si vous n'avez pas de masse mitochondriale, ben vous allez augmenter la capacité de production d'énergie, c'est-à-dire qu'elles vont réussir à plus utiliser le glucose, à le faire passer plus facilement dans la mitochondrie, à avoir un cycle de Krebs qui est plus rapide. Donc une usine qui tourne plus rapidement, c'est bien. Mais s'il y a très peu d'usines, ben finalement, l'athlète n'est pas très efficace. Voilà. La lipolyse. Alors, la lipolyse, le, c'est le dernier gros substrat important dans la filière énergétique qu'est l'aérobie. La lipolyse, c'est l'utilisation des graisses. Voilà. C'est aussi la production d'énergie la plus lente du corps. C'est une usine à gaz. Voilà, c'est l'administration française. Euh, voilà, c'est quand les acides gras rentrent dans la cellule, puis dans la mitochondrie, c'est très long. Voilà, c'est très long le processus. Et donc, par exemple, un coureur de 400 mètres ou même de 1000 mètres, bon, en fait, il va très peu utiliser, même pas du tout, d'acide gras. Pourquoi? Parce que son effort est beaucoup trop intense. Il a besoin d'énergie de manière beaucoup trop rapide. Alors que un ultra-trailer, un marathonien ou encore plus, voilà, les ultra-trailers, les Ironman, eux, nous, on va être beaucoup sur ce registre-là. Pourquoi? Parce qu'on va être sur des intensités qui sont plus basses, et donc le corps a le temps d'utiliser ses graisses. Voilà. Et donc, à la fin, on a donc de l'énergie qui est produite. Donc, en fait, on a une double usine par rapport au glucose. Le glucose, on a juste finalement le cycle de Krebs. Alors que la lipolyse, on a la bêta-oxydation et le cycle de Krebs, ce qui permet de produire beaucoup plus d'énergie. Et alors là, une molécule de triglycérides, donc c'est en gros une lipide, permet de produire 129 ATP. C'est énorme. Voilà. C'est énorme et ça, donc on peut finalement durer longtemps avec ça. Alors, si on résume, la production d'énergie. Donc, toujours avec l'idée du réservoir, du petit réservoir et de la grosse puissance. Et puis ici, du gros réservoir et de la petite puissance de production. Voilà. Là, c'est très rapide à produire. Par contre, ça produit peu. Et ici, c'est très lent à produire. Par contre, ça produit beaucoup. Ah oui, alors petit aparté, dans les sports de force, c'est pour ça parfois qu'on voit certains d'ailleurs c'est très intéressant hein, de se complémenter en créatine. Alors pour les sports d'endurance, il n'y a pas vraiment de gain sur des chronos. Par exemple, sur un 10 km, il y a des études qui étaient parues sur 10 km. Il y avait même parfois sur certaines méta-analyses des résultats qui étaient négatifs parce que l'athlète avait pris trop de poids et de masse musculaire avec la créatine. Par contre, pour un sportif, je dirais même, ouais, non. Enfin, en tout cas, qui fait plus bodybuilding et powerlifting, ou alors du sprinter, des sprinters, eux utilisent beaucoup de créatine parce que ça permet de récupérer d'un entraînement, d'enchaîner plus d'entraînements à très haute intensité sur du sprint, et ça permet d'augmenter aussi leur stock de créatine. Voilà. Donc la créatine intéressante pour ces sports-là. Pour les sports d'endurance, non. Parce que ça crée un petit peu de rétention d'eau aussi, donc ça augmente la masse musculaire visuellement. Mais du coup, ça augmente un peu le poids aussi. Donc, finalement, c'est un peu délétère sur ça. Ah ben voilà, bah, on est
on est arrivé à la fin de cette première partie. Eh bien, parfait. Voilà. Et donc, la deuxième partie, là, on attaquera vraiment le modèle d'application des filières d'entraînement sportif et surtout la filière aérobie. Ça sera vraiment le sujet. La filière aérobie, maintenant qu'on a compris comment finalement tout ça fonctionne. Et donc, la partie 2, elle sera beaucoup plus concrète. Là, on était quand même beaucoup sur du théorique. Là, on sera beaucoup plus sur du concret. Est-ce que vous avez sinon des questions sur, voilà, sur Ouais, diverses? moi, PH, comme d'hab, Romain, j'aurais une question. Ouais, ouais, mais tu fais bien, c'est bien. J'ai oublié de noter les différentes sources d'énergie pour la filière aérobie. Est-ce que tu peux me les redonner rapido, s'il te plaît? Alors, ah ouais, parce que tu prends des notes et tout, bravo. Oui. Euh, donc, on a le glucose Oui, ok. et Glucose. on a les lipides. Ouais, nickel. Et est-ce que ça va venir dans le prochain cours ou pas du tout? Au niveau de ces sources d'énergie, c'est physiologique ou est-ce que tu as moyen de les supplémenter, par exemple pendant l'effort, prendre un gel pour le glucose, par exemple? Mais sur les autres filières, est-ce qu'il y a des moyens aussi ou c'est vraiment le métabolisme qui fait le travail? Oui, alors ouais, ouais, justement. Alors ça, je l'avais un petit peu abordé pendant le cours là. Le glucose, justement, en fait, il peut être apporté de manière exogène, donc par les gels, par la boisson Oui. isoto, par tout ça. Euh, oui, il peut être apporté de cette manière-là. Et justement, en fait, ça va permettre d'épargner les stocks de glycogène qui sont déjà dans le corps. Voilà, Mhm. en fait, d'épargner finalement les stocks de glucides qui sont dans le corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'apporter de la boisson ISO, d'apporter tout ça, parce que ça va réduire l'utilisation de ces stocks-là. Et plus on utilise ces stocks-là, finalement, plus le corps est très bien fait. Et en fait, ça va augmenter la fatigue nerveuse. Plus en fait la jauge d'essence, la jauge de stock de glycogène baisse, plus le corps va commencer à se mettre en veille et donc jusqu'à arriver à l'hypoglycémie où en fait là tu es sur la réserve et en fait là il se met vraiment en hypoglycémie et warning, warning, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence et on met le clignot. Voilà. Je ne sais pas si l'expression mettre le clignotant à gauche ou à droite, je ne sais plus, vient de là, mais pour le coup ça y ressemble. D'accord. Et du coup, Voilà. pour les deux autres filières, la alactique et la lactique, il y a des compléments à faire ou à prendre ou c'est Oui, différent alors pour eux? la lactique, donc tu as la créatine qui permet d'augmenter tes stocks Ouais, de ça t'en a créatine parlé. phosphate. Ouais. Euh, mais je ne le conseille pas pour les sportifs d'endurance parce Mhm. que on utilise finalement quand même assez peu. On vide, en fait, on vide jamais ces stocks de créatine phosphate à l'effort. Et en plus de ça, tu risques de prendre un peu de poids, Ouais, ouais. de masse musculaire, et en fait, ça va être délétère sur, voilà. Et après, oui, pour la filière anaérobie lactique, ça va être bah, tout ce qui est bicarbonate, justement, Ouais, ok. pour venir tamponner davantage l'acidose. Ok, eh bien merci. Et, c'est pour ça que finalement, nous, sur les sports d'endurance, on a vraiment besoin de glucides. Là où pour un 400 mètres, par exemple, l'athlète, il n'a pas besoin Mhm. le jour de sa course de glucides. En revanche, pour ses entraînements, il va sûrement répéter, par exemple, pas mal de 200 mètres, 200 mètres à fond avec des récup assez, enfin, plus ou moins courtes. Et là, il va aller entamer pendant ses entraînements les stocks de glycogène. Donc, un sprinter sur 400 mètres, le jour de la course, il n'a pas spécialement besoin de se ravitailler en glucides. Enfin, il n'a pas besoin. Par contre, en amont, sur les entraînements, il a besoin d'un apport pour rester nerveusement frais et améliorer aussi sa récup entre chaque entraînement. Voilà. Eh bien merci bien. Avec grand plaisir. Puis merci pour tes questions. On est good. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, Oui, Adrien? ouais, salut PH. Bonjour à Salut tous Adrien. et à toutes, hein.
Sur l'apport exogène de glucose que tu évoquais, là, de plus en Ouais. plus, les athlètes, ils sont dans. Kevin Vauclin, là, je crois que c'est lui l'an dernier qui a annoncé qu'il prenait jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Et je voulais savoir si le fait de prendre du glucose, tu, tu épargnes ton stock de glycogène, mais est-ce que ça épargne pas aussi, est-ce que t'épargnes pas ton métabolisme, il n'a pas tout ce travail à faire de dégrader le glucose que tu as dans le foie et dans les muscles. Et puis, je voulais savoir, quand tu parlais de l'antichambre de la mitochondrie, euh, qu'il fallait Merci, Vélona, à bientôt. Oui, pardon. Oui, savoir, ouais, quand tu es dans l'antichambre, ouais, ce que tu disais, si c'est un tu petit ensuite peu, ouais. n'arrives pas dégradé par ta mitochondrie jusqu'au bout, est-ce que c'est ça le pic glycémique ou on est à un autre niveau? On est entre le pic glycémique, est-ce qu'on est entre le taux de sucre dans le sang et, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas tout compris sur Alors, ton. d'accord. Alors non, le pic de glycémie, lui, c'est quand on va avoir l'insuline qui intervient. Et donc, en fait, c'est vraiment quand le glucose est dans le sang. Donc, finalement, euh, non, comment dire, quand le glucose, finalement, il est en train de se créer dans le cytosol. Enfin non, quand il est en train de se dégrader dans le cytosol, finalement, le taux de glucose, c'est vraiment ce qu'on repère dans le sang, mais pas dans la cellule. Hmm. Par contre, oui, d'avoir un indice finalement entre le moment où il passe dans le sang et qui vient dans la cellule, et ensuite la production d'énergie, ben, finalement, c'est la fluctuation de la glycémie. D'accord, ok. Et ensuite, oui, alors oui, ta première question aussi sur les 120 grammes, etc. Alors voilà, c'est là où la périodisation nutritionnelle et ce qu'on appelle maintenant le gut training, donc l'entraînement gastrique, il y a vraiment une importance sur justement périodiser. C'est que euh, sur certains entraînements, ça va être hyper important d'avoir très peu de glucides, alors que sur d'autres entraînements, justement, on va travailler cette capacité à ingérer des glucides et à surtout les utiliser. Voilà. Donc oui, tout ce qui est par exemple sortie longue, euh, pour maximiser la lipolyse et maximiser le développement des mitochondries, ça va être intéressant d'avoir un apport en glucides qui est assez modéré, de l'ordre de 20 à 30 grammes par heure, alors que si on monte trop en fait en grammage, on va pardon, j'ai mon chat qui on va travailler, dis bonjour. On va travailler où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Sur, oui, quand on va par contre prendre beaucoup de glucides à l'entraînement, même par exemple sur une sortie longue, on va travailler la tolérance gastrique, mais par contre, on va beaucoup moins développer la partie mitochondriale et l'utilisation des graisses. Voilà. Donc les deux sont intéressants, mais globalement, à distance de la compétition, je dirais de vraiment dissocier les deux. Donc, tout ce qui est entraînement à haute intensité, utiliser beaucoup de glucides. Tout ce qui est entraînement sortie longue, basse intensité, utiliser très peu de glucides. Et par contre, à l'approche de la compétition, là, s'entraîner à intégrer la nutrition de course pour vraiment tester finalement sa nutrition, voir si sur la durée ça passe, etc. Et puis s'habituer en fait à son ventre à tourner avec une nutrition élevée pendant plusieurs heures. Voilà. Et après, le dernier point aussi, ça dépend des athlètes. Euh, Ça dépend des athlètes. Certains, moi par exemple, je suis pas un gros consommateur de glucides. Euh, et en fait, d'en avoir trop, je peux me faire une hyporéactionnelle pendant. Ça m'est déjà arrivé sur certains Iron où je me connaissais encore mal. Et je faisais en fait, des hyporéactionnels parce que j'avais mangé trop de glucides par rapport à mes besoins. Et donc sur le vélo, je me retrouvais à avoir mangé 90 grammes et en fait de voir tout flou et d'avoir des gros downs derrière parce que je faisais en fait une hyporéactionnelle. Alors que certains vont avoir besoin de 120 grammes ou autre. Et d'autres, moi par exemple, je suis plus à l'aise sur vraiment de la longue distance avec du
sur le vélo du 60-70 grammes et sur la course à pied, je pense que je suis à peine à 35 grammes sur l'Ironman. Donc voilà, alors ça peut passer par le test lactate pour voir ça. Et puis après aussi par se connaître progressivement. Et aussi par un test, par exemple avec un masque. Alors moi personnellement, j'en ai pas, mais en hôpital, ils en ont, pour avoir ce qu'on appelle le quotient respiratoire. Voilà, pour voir à partir de quand on commence à brûler des glucides ou est-ce qu'on. Voilà, à partir de quel seuil finalement. Voilà. Ouais, mais, en tout cas, merci à vous pour votre participation. Merci d'être resté jusqu'au bout aussi. On a eu de l'écrémage au fur et à mesure. Mais non, après, il y en a beaucoup qui m'avaient prévenu qu'ils devaient partir assez tôt. Donc voilà. En tout cas, merci. Merci à toi. Et puis ben, voilà, à la suite pour un prochain épisode. Merci, salut. Merci, salut, bonne soirée. Merci, à bientôt.